Mulder, je peux te parler une seconde? Oui? Ils enregistrent chacun des mots qu'on prononce. Tu n'as pas l'air de comprendre. Garde bien ça à l'esprit chaque fois que tu parles. Ne crains rien, je n'ai pas oublié. À ce que je crois deviner, nous sommes sur une affaire très sérieuse. Oui, et c'est une chance à saisir. On est maintenant très près d'aboutir. On est sur le point d'apporter la preuve concrète d'un phénomène paranormal devant une audience nationale et peut-être internationale. Il faut qu'on y arrive. Ça résonne. Dis donc Sébastien, on est d'accord qu'on va pas le faire. De quoi? Jouer à Mulder et Scully qui tentent de prouver ou réfuter les phénomènes paranormaux. Non, c'est un cliché éculé, on va pas le faire. On va pas le faire. La vérité est ailleurs, mais les mensonges aussi. Et voilà, de toute façon, pour toi Scully, toute vérité nouvelle commence par une hérésie et finit comme une conspiration. Dommage Mulder que d'avoir l'esprit ouvert t'oblige à autant te fermer les yeux. Bon les gars, non mais ça va pas, on va parler de notre rapport au paranormal au point de vue des sciences humaines. Vous rangez Mulder et Scully, on s'y met. Chut, ça résonne, saison 4, épisode 4. Ça résonne. Proposé par Nicolas Dimeo, Sébastien Dupéret, Denise Tripalo et Jérôme Viguet. Aimeriez-vous qu'ils existent? Le martien, je m'en fous, mais la martienne, je la garde. Et bonjour tout le monde et bienvenue. Tu as raison Denise, aujourd'hui on va s'attarder sur ce que le paranormal dit de nous et de notre société. Et comme c'est un sujet très vaste, nos recherches se sont concentrées sur la partie fantôme et au-delà, bien qu'on pourra parfois dévier sur d'autres choses si le cœur nous en dit. Et nous aurons deux invités pour répondre à ces questionnements. Tout d'abord la médium guérisseuse Denise Kikouilian et l'anthropologue Philippe Gilbert. On parle avec vous juste après. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Et dans l'équipe qui s'est acharnée à préparer une émission complexe, on vous le cache pas, il y a Denise Tripalo. Salut tout le monde, ce soir je m'intéresse au père du spiritisme, rien que ça. Une pointe d'humour sera bienvenue, Jérôme Viguet sera là pour ça. Salut tout le monde, il paraît qu'on a vu des choses errer dans le studio. Ah ouais, ok. Et ma petite Scully d'amour à moi qui co-anime et qui chronique ce soir, c'est Sébastien Dupéret. Ouais non, alors moi je vous arrête tout de suite, je suis un cartésien et bien sûr je suis imperméable à toutes ces croyances. Et toi Nicolas Dumeo, qu'as-tu préparé pour ce soir? Alors je me suis attaché aux témoignages, nous entendrons nos auditeurs, je leur ai demandé s'ils ont été sujets à des phénomènes paranormaux et je vous propose aussi une interview exclusive d'un couple enregistré dans notre studio qui nous partage une expérience extrêmement personnelle sur des manifestations d'entités. Ben parfait, alors on est prêt, il te manque pas quelque chose? Non, pourquoi? Les extraterrestres t'ont rendu ta sœur finalement, c'est ça? Okay, tu sais ce qu'elle me dit ma sœur? Voilà, on aime bien comme ça détendre un peu l'atmosphère parce que le paranormal, c'est vrai, ça divise un peu, ça peut faire du bien, ça peut faire du mal, ça peut faire peur, ça peut énerver, ça peut fasciner. Mais sachez que dans cette émission, nous nous forcerons de conserver une certaine neutralité et à vous, chers auditeurs, auditrices, de vous faire votre propre avis. Bonjour Denise Kikouilian, bonjour Philippe Gilbert, bienvenue encore une fois. Bonjour. Merci. Denise Kikouilian, tu es médium, guérisseuse, formatrice et auteure. Tu as un profil pluridisciplinaire et ça c'est fort intéressant, on en parlera après. En 2017, tu publies L'au-delà sans peur, puis La voix de la tortue en 2020, les deux aux éditions Favre, et tu sors le premier guide de médiumnité francophone, manuel pédagogique complet. Tu es aussi réalisatrice, coach et formatrice. Wow, joli CV. Philippe Gilbert, toi tu es anthropologue, historien des religions, comment on dit? Anthropologue des religions. Anthropologue des religions. Tu travailles au CIC, donc le Centre intercantonal d'information sur les croyances, et tu es spécialisé dans le champ thématique des trans ritualisées, et plus spécialement du spiritisme kardeciste. Et oui, pour donner le là de cet épisode, nous avons parlé à l'historienne Silvia Mancini en préparant cette émission. Elle est spécialiste de l'historiographie et de l'épistémologie de l'histoire des religions et des traditions marginalisées et transversales. Elle a digéré, il y a beaucoup à dire, elle a dirigé l'Institut d'histoire et d'anthropologie des religions à l'Uni de Lausanne, entre autres, par son CV, c'est long comme le bras. Vous connaissez, je crois, Philippe. On a beaucoup parlé ensemble avec elle en préparant l'émission. Elle nous donnait quelques clés pour faire émerger nos sujets, à savoir qu'il n'était pas si intéressant que ça de s'atteler à la véracité des phénomènes, mais bien à ce qu'ils disent de nous à travers les sciences humaines. Philippe, est-ce que tu peux expliquer pourquoi cette vision, selon toi, à travers les sciences humaines est si importante? Alors, je ne parlerai pas à sa place, bien sûr, mais disons que l'importance de ce type de phénomène... Alors après, il faut savoir de quel phénomène il s'agit. Si ce sont des phénomènes propres à la médiumnité, des phénomènes dits parapsychologiques, sont deux catégories quand même différentes qui se recoupent, bien sûr, mais qui restent différentes. Disons que ça interroge notre conception du psychisme.
Pourquoi ? Parce que tout simplement, au fil des siècles, le psychisme, son fonctionnement a connu diverses définitions. Et il est clair que les pratiques médiumniques et les manifestations médiumniques ont interrogé les psychologues, les psychiatres, les aliénistes, comme on les appelait notamment au XIXe siècle, pour penser différemment justement le fonctionnement. L'inconscient, d'une certaine manière, pour ne citer que cet exemple-là, est le fruit de réflexions de philosophes, des psychologues avant l'heure, qui essayaient de comprendre ce qu'il y avait au-delà ou en deçà de la conscience. Et notamment, la définition de l'inconscient trouve ses racines chez ces chercheurs des sciences psychiques qui ont étudié des phénomènes dits paranormaux. Je pense notamment dès le début on va dire la fin du XVIIIe siècle, on a en Europe, mais surtout en France, essayé de penser les phénomènes du somnambulisme magnétique, qui étaient des états de transe induits, dans lesquels, parfois, les personnes en état somnambulique développaient des capacités extraordinaires et exprimaient quelque chose qui n'était pas de l'ordre de la conscience. Et donc, il y a toute une définition du psychisme qui s'est progressivement établie à travers ce type de phénomène, jusqu'au début du XXe siècle, où notamment les psychiatres ont essayé de penser certaines pathologies psychiques à travers justement ce qu'ils appelaient les délires spirites. Alors, Kikou, tu es donc médium guérisseuse, c'est comme ça qu'on dit, hein, c'est juste. Oui, c'est juste. Ouais. En fait, moi, ma question, c'était d'abord de savoir comment tu en es arrivé à devenir médium. C'est quoi l'événement qui a fait que, si tu veux bien nous en parler, si tu es d'accord, bien sûr. Alors, il n'y a pas eu un événement qui a fait que, et je pense qu'on est tous médiums. Parce qu'on est tous des âmes aussi. Voilà, donc c'est pas, comme on l'entend communément, un don que certains auraient et d'autres pas. Okay. C'est pour ça que je l'enseigne, d'ailleurs, la médiumnité aujourd'hui. Donc pour moi, on est tous médiums avec parfois des talents particuliers, un peu comme le dessin, la danse. Il y a des gens qui ont le don pour ça dès le départ, et puis d'autres, en apprenant un petit peu, qui peuvent tendre à une bonne professionnalisation, bonne qualité. Pour ma part, j'ai toujours, déjà petite, dit quand on place une intention, quand on veut quelque chose, on sort ses antennes et c'est dingue, l'univers nous répond. Donc c'est une forme de pratique médiumnique qui s'ignore. Et moi, j'ai toujours vécu avec ça. Mais mes deux parents étaient athées. J'ai reçu aucune éducation spirituelle ni religieuse. Donc, il a fallu que j'attende assez tard pour comprendre, en fait, ce qui m'arrivait. Je vais dire ça comme ça. Et j'ai eu la chance de vivre au Mexique de 16 à 18 ans. Donc, dans des années où on est ouvert, réceptif. Et puis, j'étais très libre. J'y voyageais, en fait. Alors, je dirais la compréhension de phénomènes que je vivais déjà depuis toute petite, c'est arrivé à ce moment-là, entre 16 et 18 ans au Mexique. Et mon premier métier est le cinéma. Par amour de l'image, en fait, et du symbolisme. Et la médiumnité, la plupart des gens, mais même quand on n'est pas médium professionnel, on a la vision, on a la clairvoyance. L'image est quelque chose qui relie, en fait, à peu près tous les humains, mais aussi à peu près tous les médiums. Donc j'ai démarré, en fait, par le cinéma avec une fascination pour Jung, pour le symbolisme, etc. Et puis, de fil en aiguille dans mon parcours, j'ai rencontré des personnes qui étaient très en lien avec une forme de spiritualité. Mais c'est très tard, c'est après la naissance de mon deuxième enfant que je suis tombée dans la marmite, je vais dire ça comme ça, et que là, j'ai eu envie de me former, de mieux comprendre. Donc ça a été des étapes, ça a été crescendo, il n'y a pas eu un événement, mais une succession de petits événements. D'accord, très bien, merci beaucoup. Philippe, on a dit que tu fais partie du Centre intercantonal des croyances. Que fait le Centre intercantonal des croyances ? Alors, le Centre intercantonal d'information sur les croyances, il informe, c'est une de ses activités premières. Il informe, c'est-à-dire qu'il fournit une expertise, il fournit des recommandations sur les communautés religieuses et spirituelles en Suisse, auprès du grand public, pour également les journalistes, les autorités, toutes celles et ceux qui se posent des questions, pas forcément qui ont des inquiétudes, mais qui se posent des questions. Donc, on fournit de l'information neutre et objective. Et on a aussi un pôle formation. Formation, c'est-à-dire qu'on donne, on fait des interventions dans des gymnases,
dans des universités, dans des hautes écoles. Ok. Et le troisième axe, très rapidement, l'axe recherche. L'axe recherche, donc vraiment la prospection sur le terrain. Et puis, parmi nos réalisations, il y a les cartographies, c'est-à-dire qu'on cartographie des communautés religieuses. D'accord. J'ai eu l'impression aussi que vous étiez dans une optique de dialogue aussi avec les différentes religions, avec les différents groupements, etc. C'est l'optique un peu du centre, plutôt qu'une optique de plus de faire une liste de bien, pas bien. Voilà, j'ai eu l'impression qu'il y avait une question de dialogue aussi entre les autorités, les religions et les différentes croyances. Oui, bien évidemment, parce qu'en fait, déjà pour ne serait-ce qu'obtenir des informations sur des groupes minoritaires, il faut dialoguer, il faut obtenir les informations de ces personnes-là. Donc, ce dialogue, il s'instaure avec une position de notre part neutre et objective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement de valeur, on ne prend pas parti dans les polémiques, on simplement essaye de fournir des informations, de composer des dossiers qui soient le plus objectifs et le plus neutre possible. Et c'est à ce prix-là que justement, on a une véritable scientificité dans notre production. Vous connaissiez d'ailleurs, je pense, les deux, c'est ça? Vous avez dit ça juste avant l'émission, vaguement un peu, c'est ça? Alors, on s'était rencontrés avec Kikou, on s'était rencontrés lors de terrains que j'effectuais il y a quelques années de ça, dans la région lausannoise sur le spiritisme principalement, mais également sur d'autres pratiques médiumniques. Et c'est fascinant ces sujets parce qu'en fait il y a autant de gens ou presque plus de personnes qui étudient le paranormal, la médiumnité que de gens qui pratiquent. Ouais, ça m'étonne pas, tiens, effectivement. Ouais, justement, au niveau de la médiumnité, alors on a tous une vision différente de comment un médium travaille, mais est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus? Parce que c'est vraiment, moi, c'est peut-être ma question principale. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Alors, un médium, c'est un canal entre le monde spirituel et le monde incarné. La médiumnité, c'est l'art d'être médium, et les champs d'application de la médiumnité sont multiples, puis c'est là qu'il y a mes connaissances. En général, on réduit la médiumnité au contact avec les défunts, contact avec les morts, et ça c'est une toute petite partie en réalité de la médiumnité. Le médium guérisseur reçoit une patientèle qui souffre de pathologies physiques par exemple, ou psychiques, et on va aller chercher dans le monde spirituel de l'énergie ou une guidance avec des médecins du ciel ou ce qu'on appelle des guides spirituels de façon à soulager la personne dans une intention de complète guérison. Et ce qu'il y a d'intéressant par rapport à d'autres formes de médecine, c'est qu'on travaille avec les trois corps, le corps physique, le corps psychique et le corps spirituel. C'est la dimension qu'on ajoute en médiumnité guérissante. Et moi, mon dada, qui est absolument peu connu dans le grand public, c'est l'art, c'est la médiumnité artistique, où on peut dessiner sous guidance, jouer du piano sous guidance, et moi, c'est l'écriture sous guidance. Donc, dans toutes mes consultations, il y a aussi des messages canalisés par écrit avant que le patient ou le client arrive et qui lui sont donnés comme des messages guérissants. Ok, très bien. Eh bien, merci à vous deux. On va continuer de parler tout ça avec vous durant toute l'émission à travers nos divers sujets et chroniques. Sentez-vous libre donc d'intervenir quand vous le souhaitez. Et petite interlude d'historique, on parle de table qui tourne, de Ouija et de spiritisme avec Denise. Denise Tripalo. Bon, Denise, toi, t'en es où dans tout ça? C'est plutôt côté normal, plutôt côté paranormal? En fait, je ne sais pas, je ne sais plus. Ce que je sais, c'est que je suis assez vite dans l'inconfort dès que ça parle de paranormal. Et pourquoi ça? C'est une expérience que tu voudrais partager? Il m'est arrivé une fois, il y a pas mal de temps, déjà une expérience très très déstabilisante qui me fait encore peur aujourd'hui et que je préfère éviter de raconter. J'ai une sorte de grand respect pour les énergies qui nous entourent, que l'on connaît et que l'on ne connaît pas encore, et je ne le sens pas du tout de m'y confronter. Ok, très bien, on respecte. Mais alors, ce soir, tu vas nous parler de... Comme d'habitude, mon cher Nico, je me suis un peu informée sur le sujet et je souhaitais introduire très brièvement l'histoire d'Allan Kardec, le papa du spiritisme. Hippolyte Léon Denisard Rivail est né à Lyon en octobre 1804 d'une famille et lignée de juristes et d'hommes de loi. Il a la chance de suivre une éducation assez poussée, notamment en Suisse, et devient titulaire ES lettres et sciences. Il apprend l'allemand, l'anglais, le hollandais, et fait ensuite des études de médecine et présente sa thèse avec brio. De retour en France, il ouvre un établissement d'éducation à Paris, où il donne des cours gratuits de chimie, physique, astronomie et anatomie. Il travaille beaucoup, paraît infatigable et rejoint plusieurs sociétés savantes. Il s'intéresse au somnambulisme et au magnétisme et est très sceptique la première fois qu'il entend parler de table tournante par un magnétiseur au nom de Fortier.
Il déclare d'ailleurs à ce sujet, je cite, c'est tiré d'un extrait de la bibliographie d'Alan Kardec par Henri Sauce. « J'y croirai quand je le verrai, et quand on m'aura prouvé qu'une table a un cerveau pour penser, des nerfs pour sentir, et qu'elle peut devenir somnambule. Jusque-là, permettez-moi de n'y voir qu'un conte à dormir debout. » Un homme donc assez cartésien, mais qu'est-ce qui a changé pour lui pour qu'il devienne autant spirit ? Eh bien, il va finalement lui-même faire des expériences et vivre des phénomènes, je recite, dans des conditions telles que le doute n'était pas possible. Son destin est effectivement là, car c'est en 1856, il a quand même 42 ans, que lors d'une séance spirit, il se connecte à l'esprit du druide Allan Kardec qu'il incarnait dans une vie antérieure. Ce sera sous ce nom d'emprunt qu'il va publier en 1857 le Livre des Esprits, créant ainsi la doctrine du spiritisme. Le Livre des Esprits, lui, recueille les réponses de divers saints, mais aussi de Socrate, Platon, personnes se trouvant dans l'au-delà et qui répondent à environ 1000 questions sur des thèmes existentiels tels que la vie et l'âme après la mort, la réincarnation, le monde des esprits, etc. Kardec s'entourait de personnes médiums qui servaient de récepteurs de messages pour entrer en contact avec l'au-delà et pouvoir recueillir et interpréter les réponses à ces questions. J'imagine qu'il ne s'arrête pas là. Non, car il fonde en 1858 la Société parisienne des études spirites où se réunissaient médiums et faisaient toutes sortes d'expériences que Kardec va notamment publier dans la revue Spirit. Kardec signe aussi des livres qui peuvent être considérés comme livres fondamentaux du spiritisme, avec, je l'ai dit avant, le Livre des Esprits, le Livre des Médiums, l'Évangile selon le spiritisme et la revue Spirit, qui elle est d'ailleurs encore publiée aujourd'hui en plusieurs langues et qui appartient au Conseil Spirit International. Encore aujourd'hui, l'influence de Kardec est bien présente dans la communauté spirit, en Belgique, en France, et très fortement au Brésil, principalement pour le caractère religieux du spiritisme dans ce pays. Je m'arrête là, c'est succinct et certainement incomplet, mais j'ai découvert que très récemment Kardec et cette histoire sur les débuts du spiritisme. J'ai voulu en parler ce soir parce que ce n'est pas la seule cas de personne cartésienne qui poste une expérience, change d'avis à ce sujet. Et c'est peut-être ça mon grand respect pour ces énergies que l'on ne connaît pas. C'est bien ça qui me fait peur dans ces thèmes-là. Est-ce que chacun d'entre nous est susceptible de vivre une expérience qui change notre façon de voir les choses et s'ouvrir à l'au-delà ? Kikou, Philippe, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors... Pour moi, Kardec représente ce que je n'aime pas dans la médiumnité et ses représentations. Et ses ouvrages m'ont motivé à écrire L'au-delà sans peur, parce qu'en fait, il est très lié au catholicisme et il véhicule une anxiété, une peur, parlant d'esprits errants, de Satan. Il véhicule en fait l'idée que la médiumnité et sa pratique peuvent réveiller des forces obscures. Et c'est très religieux au fond comme point de vue. Moi, je suis plutôt dans une branche spiritualiste anglophone, qui s'oppose à cette vision-là. Et quand j'ai écrit L'au-delà sans peur, c'était vraiment pour apaiser les personnes. Parce que depuis l'aube de l'humanité, il y a eu des chamans, des médiums, des gens qui pratiquent le spiritisme. Et si c'était dangereux, si effectivement on pouvait être attaqué par des entités ou que c'était aussi sombre que ça dans l'au-delà, ça se serait arrêté. Et je peux vous dire qu'après des années de pratique à raison de 7-8 heures par jour, je suis en pleine forme. On n'est pas attaqué par les ombres. Et j'y récupère quand même pas mal de gens dans mes élèves et dans mes clients qui viennent avec des fausses croyances que je trouve graves, de type j'ai une entité collée dans le dos ou depuis que j'ai déménagé tout va mal, ma maison est hantée, etc. Et le spiritisme, Kardec véhicule beaucoup ce genre de croyances. Enfin, c'est une grande communauté qui adhère, quasiment tous les catholiques. Donc vous avez tout le Brésil, les Philippines, grand nombre de pays d'Afrique. Et les gens ont peur et ils ont peur, les médiums ont tendance à abuser, les médiums qui croient en ça, et demander de l'argent pour libérer les gens de pseudo-entités collées dans le dos. Et ça, vraiment, c'est un de mes chevals de bataille. Je trouve ça inadmissible. Il faut restituer l'indépendance aux gens, pas les rendre dépendants de nous, d'accord ? Et puis l'au-delà est pas dangereux. Pour moi, l'au-delà est vraiment tout amour. Sinon, on travaillerait pas avec. Ok. Philippe, je crois que tu travailles sur Kardec, tu es un petit peu un spécialiste, on peut le dire. Un spécialiste, non, c'est vraiment beaucoup dire, je ne me prétendrai pas être spécialiste de Kardec, simplement ce qui se passe, c'est que, et permettez-moi de faire un peu de publicité, un court instant, c'est que il a été retrouvé il y a 3-4 ans de ça, des manuscrits inédits, des centaines de manuscrits inédits d'Allan Kardec,
au Brésil, mais également en France. Et à l'heure actuelle, il y a, depuis 3 ans maintenant, un projet de recherche dénommé le projet Allan Kardec entend justement valoriser, transcrire ces manuscrits et les mettre à disposition du grand public comme des universitaires. Et pour l'instant, on en est qu'au début, mais pour l'instant, effectivement, ces manuscrits sont sur le plan historique très très intéressants parce que ils ont tendance à nous faire revisiter un peu la biographie de Kardec. Ta chronique était excellente, montre un Kardec gentil. Oui, et puis digne de Saint Paul, c'est-à-dire qui aurait eu sa conversion sur le chemin de Damas subite, alors qu'évidemment Kardec s'intéressait au phénomène du magnétisme, et il faut savoir que avant le spiritisme, mais avant le spiritualisme moderne vient des États-Unis, 1848, même s'il y avait des antécédents. Avant cette époque-là, en France, il y avait déjà ce qu'on appelait des somnambules, qui, en état de transe, pouvaient communiquer avec des entités angéliques ou avec le monde invisible. Vous avez tu as rencontré des gens qui, comme Denise, ont peur, on l'a dit, oui, certainement, mais qui ont comme ça un changement dans leur vie qui était complètement cartésien et qui se sont finalement tournés vers le spiritualisme, la spiritualité. Ça, c'est des gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, si tu en as rencontré, tu fais oui de la tête, mais. Alors, ce qu'on rencontre énormément en consultation, en fait, c'est la maladie. Des cartésiens sceptiques, carrés, etc., qui tombent malades et qui sont vraiment malades, où le pronostic vital est engagé, ils vont tout essayer. Donc voilà, ça c'est vraiment un profil, je dirais, fréquent de personnes qui se disent au fond, on va voir si jamais ça devait potentiellement être efficient. Ça, il y en a beaucoup. Et puis, comme élément déclencheur aussi, il peut y avoir une succession d'épreuves, une succession de catastrophes qui ne font pas sens. Ouais. Nous, les animaux humains, on a besoin de la narration. On a besoin de donner du sens. On n'arrête pas de raconter des histoires et de se raconter des histoires. Donc, il y a aussi des gens qui, dans la quête de sens, quand ils s'écroulent et qu'il y a vraiment plusieurs épreuves, viennent chercher finalement au-delà. Oui. Au-delà du bon sens, au-delà des psys, etc. Et puis, c'est sûr que dès lors qu'on s'ouvre au spirituel, moi, j'ai tendance à dire, le sens finit par nous apparaître toujours. Des fois, notre compréhension du cerveau humaine nous laisse dans l'obscurité, mais au niveau de l'âme, pour moi, chaque événement de la vie, un jour, fera sens. On est là pour expérimenter des choses, pour amener nos talents au monde, mais aussi pour évoluer. Et l'évolution de l'âme, nous devrions tous, les médiums, être à même de la mettre en lumière quand les gens sont en quête de sens. Oui, t'as parlé de quelque chose d'intéressant, je trouve, par rapport à Allan Kardec avant. C'est le rapport à la dépendance aussi. C'est forcément la relation déjà patient-soignant, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'on parle de médecine traditionnelle ou pas, elle est déjà très forte. Comment on fait? Voilà, tu parles de gens qui sont en quête de sens. Comment tu gères ça, toi, qui as l'air d'être une personne bienveillante, qui veut pas que les gens soient dépendants de toi? Comment tu gères ce rapport-là? Alors très très vite, j'ai été amenée à donner des cours. Je me suis dit, mais en fait, ce qu'on fait nous, de canaliser de l'énergie par exemple, c'est accessible à tout le monde. C'est pas un don particulier. Donc au bout de 2 ans, 3 ans, après l'ouverture de mon cabinet, j'ai mis en place des cours. Les tout premiers cours, c'était de l'auto-guérison. En fait, pour partager mes pratiques et rendre les gens autonomes. L'objectif derrière, ça va au-delà de l'autonomie du patient, évidemment. C'est amener de la lumière dans le monde, c'est faire en sorte qu'on aille tous mieux, puis qu'on soit dans une forme de bienveillance. Et la médiumnité peut véhiculer ça. Et puis, ce qu'on enseigne aux médiums qui n'ont pas envie de donner des cours, parce qu'on n'est pas tous des enseignants, c'est de mettre un cadre. À savoir, quelqu'un qui vient parler à un défunt, par exemple, on ne va pas lui permettre de revenir parler au même défunt chez le même médium plus qu'une fois par année. Ou les séances de guérison, je sais, sur 1 fois, 3 fois, 7 fois, mais au-delà, alors ça devient un suivi spirituel, un accompagnement spirituel, c'est plus des sessions de guérison. Donc si on est assez clair sur ce qu'on fait, si le cadre est clair et annoncé dès le début, on évite en fait la dépendance. Ouais. Je vous passe un son, vous me dites, on en parle après. Je vous invite à me rejoindre et à passer un moment. Je viens de voir un truc bizarre, chelou, faudra regarder sur la caméra. Ah, j'en ai des frissons, pour le coup, là. Je m'appelle Gus DX.
et vous allez partager avec moi mon expérience de chasseur de fantômes. Voilà, alors c'est la mode depuis quelques années. Il y a des gens qui partent dans des lieux abandonnés la nuit, qui font des émissions. Alors moi, je dois avouer que j'en ai regardé quelques-unes plutôt par souci de divertissement, parce que, j'aimais bien me faire un peu peur, quoi. Je dis. Alors je vais vous faire réagir les deux là-dessus. Je voudrais d'abord, Philippe, pourquoi est-ce qu'on aime ça ? Enfin, moi, pourquoi est-ce que j'aime ça ? Tu vois, on doit aller dans un truc, t'as pas envie d'y être, t'y es pas vraiment parce que t'es pas avec lui, mais je regarde quand même, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va trouver ? Est-ce qu'il va trouver quelque chose ? Est-ce qu'il va tomber ? Est-ce qu'il va être possédé ? Pourquoi on aime se faire peur avec ce milieu-là des fantômes ? Mais alors, je te repose la question, pourquoi j'aime me faire peur ? Alors, je vais te répondre psychologiquement, c'est parce que je pense que je ne risque rien devant mon écran, que je suis pas sûr de vouloir y aller vraiment, mais que je sais que je serai toujours en sécurité là en regardant lui qui fait ça, et que ça m'intrigue quand même de savoir s'il trouvera quelque chose. Ouais. Disons que j'ai l'impression que ce qui intrigue un bon nombre, surtout les téléspectateurs, c'est l'idée qu'il puisse y avoir que les frontières ne sont pas les frontières qu'on nous assigne habituellement. C'est-à-dire que la réalité, elle est plus dense, que le monde, finalement, il peut être réenchanté par différentes créatures, différentes conceptions. Et puis, il y a toujours effectivement ce goût du frisson dans lequel, finalement, on ne va pas prendre beaucoup de risques. Ouais. Maintenant, c'est pas ce qui pour ce qui relève du spiritisme, c'est absolument pas ce goût du frisson qui motive les pratiquants de spiritisme. C'est vraiment l'idée d'un travail, d'une communication dans un but précis avec les entités qui sont faites que des esprits. Dans le spiritisme, il n'y a que des esprits. Ouais. Bons ou mauvais, purs ou impurs, mais il n'y a que des esprits, c'est-à-dire des individus désincarnés qui, ont rejoint le monde invisible. Mais je pense que oui, il y a cet imaginaire comme dans les contes de fées et à bon compte, en regardant ce genre d'émission, on éprouve un frisson un peu facile. Là, j'ai juste envie de raconter la première fois que j'ai assisté à un phénomène paranormal, c'était en 2001, c'est le premier film spirituel que j'ai fait. J'étais quand même d'éducation assez cartésienne. D'accord, j'étais cinéaste et j'ai fait un film qui s'appelle Aux frontières de la mort sur des expériences de mort imminente, et une de mes protagonistes nous raconte qu'elle a fait une NDE et qu'après son expérience de mort imminente, elle dérègle les appareils. Et elle nous fait descendre dans sa cave, donc avec toute mon équipe de tournage, pour aller filmer tous les appareils qui marchaient plus depuis son expérience de mort imminente. Puis nous, on rigole. Enfin, on rigole, pas devant elle, mais enfin quand même, on se dit, ouais, facile. Notre caméra est tombée en panne. J'ai dû arrêter le tournage. Et ça, c'est embêtant d'arrêter un tournage. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bins ? On n'a pas tout de suite fait le lien. Et en fait, on rentre à la maison, le caméraman regarde ce qui se passe avec la caméra, etc. Et il arrive chez lui, elle marchait parfaitement bien. Ouais. Ok, alors là, ça m'a ouvert un peu l'esprit en disant, oui, d'accord, il y a possibilité aussi d'induction dans la matière. C'est pas que des films, des histoires à la Harry Potter. Parfois, ça arrive vraiment. Et aujourd'hui, on fait à l'atelier Infini, mon atelier, il y a une équipe qui fait ce qu'on appelle de la purification de lieux. Alors moi, ça m'ennuie un peu, j'aime pas trop ça, mais j'ai eu l'occasion d'en faire, et c'est vrai que quand il y a, moi j'appelle ça des égrégores, c'est pas pour moi des fantômes, puis il y a une méconnaissance là aussi, c'est pas qu'il y a des âmes errantes dans les lieux. Par contre, là où il y a eu des drames, un crime par exemple, ou un suicide, quelque chose de lourd, il y a une densité, une densification d'énergie qui crée une pensée forme. Et si c'est vraiment très très fort, très très lourd, ça crée ce qu'on appelle un égrégore, une densification d'énergie. Or, les entités, les défunts, ils bougent. Ils sont pas collés à une armoire, à un grenier, à une cave, d'accord ? Donc là, on parle d'égrégore. Okay. Philippe, tu voulais réagir à ça ? Oui, non, juste pour ajouter, parce que là, on a réagi sur un extrait de film ou de série, documentaire YouTube. Ouais. Documentaire YouTube. Il faut savoir que l'étude scientifique des phénomènes dits paranormaux, notamment des phénomènes de hantise, a plus d'un siècle d'existence, même bien plus d'un siècle d'existence, parce que la première société de recherche psychique, fondée par des philosophes universitaires, date de 1882, à Londres, et puis suivi par la Société américaine de recherche psychique de 1884, puis l'Institut métapsychique international basé à Paris, qui existe toujours de 1919, et ce sont toujours
des prix Nobel, des grands noms universitaires, en tout cas de la recherche scientifique, qui se sont attelés à l'étude de ces phénomènes-là, avec une volonté de faire science, avec un désir de produire des protocoles expérimentaux pour essayer de lever le doute. Alors, le doute n'a jamais été totalement levé, mais il n'empêche que... force est de constater qu'il y a des phénomènes qui se sont produits, qui résistent aux interprétations scientifiques actuelles. Pierre et Marie Curie ont assisté à des séances de médiumnité à la Sorbonne. Marie Curie était plus sceptique, mais Pierre Curie, lui, était convaincu qu'il y avait là une véritable anomalie qui se produisait. Oui. Toi, tu as vécu des choses comme ça, ou qui t'ont mis en doute, ou qui t'ont questionné par rapport à ça? Alors, oui. Si tu veux en parler. On en a parlé avant, maintenant ce serait un peu dommage. Ce serait un peu dommage. On comprend. Non, mais disons que j'ai eu l'occasion d'être spectateur de recherche scientifique en parapsychologie, notamment à l'Institut Métapsychique International, où était testée une voyante, pas une médium, c'est-à-dire qu'elle ne communiquait pas avec des entités extra-humaines, mais une voyante. Et les résultats étaient pour le moins troublants. C'est-à-dire qu'elle pratiquait ce qu'on appelait la psychométrie, le fait de toucher un objet et divulguer des informations à partir de cet objet, des informations dont on se demande vraiment comment elle a pu y avoir accès. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces recherches? Parce qu'à un moment donné, je veux dire, il y a des trucs comme ça, toi tu parles, mais moi j'ai jamais vu cette étude-là, ou ça n'a jamais été, tu vois, publié. Enfin, probablement que oui, mais je veux dire, ça reste... C'est une question c'est une remarque très intéressante, parce que justement, il y a une forme d'ostracisme sur les recherches parapsychologiques. Il faut savoir qu'en France, il n'y a pas d'inscription universitaire de la recherche parapsychologique. Dans le domaine universitaire, c'est un peu mal vu, ou c'est bien évidemment, c'est dénigré, tout à fait décrié. Mais en Écosse, par exemple, à Édimbourg, il y a un laboratoire de parapsychologie scientifique. Oui. Il y en a aussi en Hollande, il y en a dans un certain nombre de pays. Aux États-Unis, il y en a plusieurs. Oui. Dans Stranger Things, tu voulais dire quelque chose? Oui, les résultats des recherches scientifiques dans ces domaines sont publiés quand ça touche à la guérison. Donc chaque fois que c'est bénéfique à l'homme, en fait, on trouve quand même des résultats, des publications. Et puis cela dit, pour vos auditeurs, vous pouvez aller Institut Métapsychique Paris, et il y a plein d'expériences filmées qui sont assez fascinantes, je pense. Denis Tripalo, notre chroniqueuse flippée totalement. Elle a dit qu'il fallait pas avoir peur. Bon, pour rassurer Denise, si tu nous poses, parce que je crois que tu as pas mal de sons en stock, si tu nous en passes quelques-uns. Oui, c'est ça, j'ai demandé aux auditeurs et auditrices s'ils ont vécu des expériences paranormales, on les écoute. Question très mal formulée, parce que si tu crois à l'invisible ou à l'extraterrestre ou aux fantômes ou tout ça, ça devient des choses qui sont normales, pas paranormales. Du coup, comment je te réponds ? Non, j'ai jamais vécu d'expérience paranormale, hélas. J'ai vécu à un moment donné des répétitions avec quelqu'un qui voyait des fantômes, par contre. Je crois pas à tout, mais je crois en certaines choses. C'est parfois un peu flippant quand même, de se dire que si on croit à ça, jusqu'où cette croyance-là nous pousse. Et c'est pas que j'y crois pas, au contraire, j'aimerais beaucoup y croire. Ça me ferait plaisir de savoir qu'il y ait des âmes qui restent un peu partout. Je n'ai jamais fait d'expérience paranormale d'aucune sorte, mais j'aimerais bien, ça déconstruirait pas mal de choses dans mes croyances. Je n'ai jamais vécu d'expérience paranormale, je n'y crois pas, mais je suis persuadée que nous sommes influencés par la nature, les planètes. Alors fantômes, aliens et autres entités de l'autre monde, je vous attends, manifestez-vous. Pour parler de ma seule expérience paranormale, je pourrais dire que c'est le lendemain de sortie arrosée. Quand je me vois ma tête dans le miroir, je me demande si c'est pas un fantôme. J'y crois parce que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui en ont vécu. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose d'inexplicable sur Terre. Alors oui, moi je crois au surnaturel, mais c'est dû à ma foi chrétienne. Et mon expérience la plus marquante, c'est une brève paralysie du corps alors que j'étais debout. Je ne pouvais pas bouger. Ça a été la fois où je suis allée aux toilettes et qu'en fait je suis restée enfermée pendant 5-10 secondes où j'ai bien flippé et tout d'un coup elle s'est rouverte et j'ai pas compris. J'étais dans le Leb et je vois une jolie maison avec une personne âgée à la fenêtre qui boit un café. Du coup je détourne pas le regard et le Leb continue d'avancer et la personne disparaît.
La fois la plus marquante, je dirais, j'ai un ami qui est décédé pendant la nuit, je ne le savais pas, je dormais et à 2h du matin, je me suis réveillée en sursaut et la personne qui dormait à côté de moi également parce qu'on a entendu frapper à la porte et il n'y avait personne à la porte et ayant appris le lendemain matin qu'il était décédé, on est à peu près sûrs, tous les deux depuis, que c'est lui qui est venu nous dire au revoir. Quand j'ai eu 11 ans, mon papa est décédé d'un infarctus. Je me rappelle d'un épisode dans les jours qui ont suivi son départ. Nous étions à la maison quand un grand bruit a retenti au salon. Nous avons remarqué assez rapidement que c'était un briquet qui avait explosé sans apparente raison. Et nous avons retrouvé des bouts de briquet dans la plupart des pièces du rez-de-chaussée, bien que les pièces ne communiquent pas directement entre elles. Alors là, je me souviens qu'en rigolant, nous nous étions dit que c'était une dernière façon pour le papa de nous dire au revoir. Et nous avons célébré ainsi son départ. On voit que nos auditeurs ont un rapport à ça, on a un peu tous un rapport à ça d'ailleurs, qu'on fasse profession de foi ou non. Je vous ai vu un peu réagir les deux, sourire ou être tout d'un coup très sérieux. Qu'est-ce que ça vous évoque un peu ces petits commentaires ? La norme. Et ce qui me fait sourire toujours, c'est qu'on appelle ça paranormal, mais moi je vis avec ça tout le temps. Après, voilà, moi la question que je me pose en tant qu'anthropologue, ce n'est pas du tout la question de la nature des phénomènes. Si c'est des phénomènes qui relèvent du paranormal, si c'est des phénomènes qui relèvent de l'extraordinaire, mais plutôt qu'est-ce que ça produit ? C'est-à-dire quelles sont les conséquences ? Comment les individus s'en emparent et vont agir avec ça. J'ai eu l'occasion de voir des médiums spirites en transe recevoir tel et tel type d'esprit. Je ne me pose pas la question est-ce que les esprits existent en soi. Je ne fais pas de métaphysique, de théologie, je ne vais pas me prononcer sur ces questions-là. Je n'ai pas d'outils même intellectuels pour penser les réalités suprasensibles. Il y a un regain de l'astrologie en ce moment, vous avez remarqué chez les jeunes, vraiment les très jeunes, vraiment 16, 25, 20 ans. Qu'est-ce que ça dit de notre société du coup ? Est-ce que ça dit quelque chose ? Est-ce que ça dit une perte un besoin de se raccrocher à quelque chose ? Moi, j'interprète ça comme ça, mais... Alors, comme j'ai une école de médiumnité, je commence peut-être à répondre. Oui, là, ces 10 dernières années, on voit vraiment un appétit, moi je dirais, de reliance, de spiritualité, de sens. Et plus les jeunes se tournent vers la médiumnité, vers le yoga, vers la méditation, vers l'astrologie, etc., plus les églises se vident. J'y vais un peu à la louche, je sais, mais quand même. Disons, alors, cet appétit, pour moi, il est difficile à quantifier parce que là, on parle par exemple de croyance, de croyance en astrologie. Qu'est-ce que la croyance ? Moi, je ne sais pas du tout ce qu'est la croyance. Si la croyance s'oppose à savoir, je ne sais pas à partir de quel moment une personne croit ou une personne sait. C'est souvent en interrogeant justement ces jeunes adultes ou ces ados, qu'on a tendance à relativiser justement leur adhésion à telle ou telle pratique. Et puis je voudrais rajouter que les pratiques divinatoires, le tarot, l'astrologie, c'est très très ancien, disons. Et comme phénomène de mode même, c'est relativement ancien. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de recrudescence. C'est par vague sinusoïdale, mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait à l'heure actuelle une augmentation substantielle. Alors il y a les gens qui ont une aspiration sensible, il y a les gens qui ont une aspiration plutôt scientifique. Sébastien, ce son est pour toi. C'est malsain et mauvais pour la société. Le monde n'est pas régi par la magie ou la superstition. Le monde est rationnel. Tu penses peut-être ça seulement parce que toi tu es un intellectuel et que si le monde n'est pas logique, alors tu es perdu. Tu es plutôt cartésien aussi, toi, non ? C'est bon, tu vas pas mourir de ma chronique, allez, lance le jingle. Sébastien Dupéret. Bon alors toi Sébastien, tu fais partie des rationnels de l'équipe, tu n'es absolument pas concerné par l'émission de ce soir. Qu'est-ce que tu fous là en fait ? C'est vrai Nico, en fait, moi je suis complètement imperméable à toutes ces superstitions vulgaires du bas peuple, Les coupeurs de feu me laissent froid, les spiritueux m'enthousiasment plus que les spiritistes, et je ne m'intéresse aux portes qui claquent que lorsqu'elles le font entre deux répliques de Fédo. Donc si quelqu'un vient vous dire qu'il m'a vu m'enfuir du théâtre de l'Oriental en pleine nuit, ivre et à moitié nu, parce que toute la lumière s'était mise à clignoter, ou que je me serais peinturluré le torse de jaune et de bleu pour passer mon examen de sociologie de l'image sur les conseils d'un rebouteux pris en stop entre Bossonance et Atalance, sachez que c'est faux, c'est des allégations sans fondement. Ça me paraît quand même un peu super précis comme allégation.
Bon, ok, d'accord, j'avoue, c'est vrai, j'ai beau tenter de réfléchir, d'être rationnel, ça m'est arrivé dans des moments de faiblesse, on dira, de céder au paranormal. Bon, faut quand même admettre que le théâtre de l'Oriental est beaucoup moins hanté depuis qu'on a refait l'électricité. Et je le confesse, j'ai bien triché, si on peut dire, à mon oral de sociologie de l'image en peignant des couleurs qui étaient censées me donner de l'aplomb et aider mon allocution devant le terrifiant Gianni Aver. Big up à lui s'il nous écoute. Puis en y réfléchissant bien, c'est pas les seules occasions où je fais preuve des fois d'irrationalité. Par exemple, quand on me dit merde au théâtre, je dis pas merci, je dis je prends. Je ne dis pas corde sur une scène, je dis guinde, au cas où. J'ai mon petit rituel avant de jouer, qui est principalement constitué d'allers-retours absurdes entre la loge et l'endroit le plus proche où je peux fumer. Bref, il y a plein de moments dans ma vie où je crois en des choses un peu absurdes, où je respecte des traditions, un certain sens du sacré, de ce qu'on dit, de ce qu'on ne dit pas. Mais ma question, c'est pourquoi je fais ça ? C'est quoi le sens de tout ça ? Mais tu as une réponse à ça. Bon, d'abord, il y a le respect des autres. Les croyances, ça se discute pas. D'autant que quand vous jouez avec des gens pour qui c'est vraiment important, vaut mieux pas les mettre de travers avant la représentation. Et pour tout ce qui concerne mes rituels d'avant-spectacle, il y a une part organisationnelle. Je fais les choses dans un certain ordre parce que sinon je les oublie. C'est pour me protéger de ça. D'ailleurs, vous savez peut-être qu'il est interdit de siffler sur un plateau de théâtre. Je sais pas si vous saviez. C'est censé attirer les sifflets des spectateurs. Bon, en fait, c'est une blague de régisseur, parce que les régisseurs, justement, organisent les changements de décor en sifflant à l'époque. Du coup, il fallait éviter qu'un comédien trop enjoué lance le décor final au milieu du 3e acte. Voilà, tu rationalises de nouveau. On a retrouvé Sébastien. Non, mais je pense que ces réflexes, je sais pas comment appeler ça, une pensée magique, et tout d'un coup, ça nous prend quand on est face à de l'aléatoire. Quand on sait qu'une fois le texte appris, les répétitions faites et la pièce montée, il ne nous reste plus rien de concret à faire, quoi. Je parlais tout à l'heure du mot corde qu'on ne doit pas prononcer sur une scène. C'est toujours difficile de tracer l'origine d'une superstition, mais on la retrouve également dans la marine, parce qu'elle rappelait à certains galériens la potence à laquelle ils avaient échappé. C'est vraiment pas une superstition facile à respecter, parce que ce soit sur un bateau ou dans un théâtre, des cordes, il y en a partout. Mais voilà, quand on est soumis aux caprices des humeurs du public ou des tempêtes du détroit de Magellan, on met toutes les chances de son côté. On tente de grappiller un peu de pouvoir sur les événements, même si pour ça, il faut se soumettre à des rituels qui paraissent un peu irrationnels. L'homme est capable de faire beaucoup pour garantir le succès de ses entreprises. Surtout quand c'est 4h du mat, que t'as pas été au cours de toute l'année et que tu dois disserter sur une photo de pub Barilla à ton oral de sociaux de l'image. Bon, mais cette distinction que tu fais entre rationnel et pensée magique, comme tu dis, elle est pas un peu radicale ? Ah mais oui, bien sûr, Nico, forcément. Moi, je suis typiquement sujet à une dérive qu'on appelle le scientisme. L'idée que tout est prouvable et peut être résolu par la méthode scientifique. Mais je suis obligé d'admettre qu'il y a des aspects de la réalité qui vous échappent quand vous vous limitez à ce qui peut être prouvé en double aveugle. Le plus souvent, la science, ça vous permet de répondre à la question « combien ?», à mesurer notre environnement et les effets de nos actions. Mais dès qu'on veut être dans le qualitatif, savoir comment ou pourquoi, c'est plus compliqué. Donc évidemment, on ne peut pas résumer ça à une dichotomie entre croyant d'un côté et rationnel de l'autre. Mais peut-être que nos invités ont un avis sur le sujet. Puis déjà, on en a un petit peu parlé avant, mais c'est quoi une croyance pour vous ? T'as répondu à ça, Philippe, avant, c'est quoi une croyance ? Je ne sais pas. C'est ça, plus ou moins. Absolument, je pense que ce sera ma réponse. Ça sera la réponse, ouais. Mais par contre, non, je voulais juste rebondir brièvement, c'est que là, dans ta chronique, tu mets le doigt sur l'efficacité de la pensée symbolique, tout simplement. C'est-à-dire qu'on pense spontanément de manière symbolique. Et le symbolisme, la pensée symbolique, elle est là aussi pour, d'une certaine manière, appuyer des actions pragmatiques. C'est-à-dire que oui, bien sûr, on va apprendre son texte, mais on va avoir besoin d'un support symbolique qui va justement, sur le plan psychologique, ajouter un plus, nous rassurer. Ça peut être ajouter un plus, ça peut aller bien plus loin. Moi, j'ai vu par la pensée symbolique des personnes guérir spontanément de tendinite ou de lumbago dans un hôpital spirit, à São Paulo, qui pratiquait la chirurgie spirit, mais pas philippine, mais la chirurgie spirit, donc qui n'intervenait pas, qui n'était pas invasive, qui travaillait sur ce qu'on appelle le périsprit, c'est-à-dire la couche intermédiaire entre l'esprit et le corps, des personnes arrivaient avec des problèmes relativement graves, et j'ai vu une personne guérir quasi instantanément d'un lumbago parce que manifestement son problème était d'ordre psychosomatique et que le cadre, l'autorité qui la traitait était une forme de puissant inducteur pour justement une forme d'auto-guérison. Et Kiko, je t'ai vu réagir à ça, évidemment. Oui. Au mot psychosomatique, surtout. Oui, bien sûr, parce que tout dépend, en fait, toujours des lunettes qu'on met.
Hein, et dans notre société, on veut tout prouver par la science. Mais là, on est en train de parler de spiritualité. On est en train de parler de l'invisible, de plus grand que nous. On va pas pouvoir prouver par la science, à l'étude du cerveau et une étude rationnelle, l'existence de Dieu. C'est juste pas possible. Et je pense que la part de mystère, elle est essentielle si ça fait partie de notre cheminement d'humain, de pas tout comprendre, pas tout savoir. Et j'ai réagi fort parce qu'en fait, moi, je suis formée par les guérisseurs philippins, donc la chirurgie psychique, je connais bien et j'aime ça. Et c'est la pratique voilà, que je recommande et la médecine que je choisis pour moi et mes enfants aussi. Et quand je suis arrivée aux Philippines la première fois, j'étais sceptique, etc., tout en allant pour me former. Il a fallu que je voie, je sais pas, une quinzaine d'opérations et les chirurgiens à main nue, donc aux Philippines, ils matérialisent. Ça veut dire qu'ils vont entrer avec la main dans le corps de la personne pour aller chercher la négativité qu'il y a derrière une pathologie ou à l'origine de la pathologie. Le propre des Philippins, au Brésil aussi, ils pratiquent comme ça, c'est qu'en fait, ils vont sortir du corps quelque chose qui peut ressembler à du foie de poulet, qui peut ressembler à, j'ai vu extraire des sachets en plastique. Et quand j'y suis allée la première fois, je me dis bon, ils cachent du foie de poulet quelque part, quoi. Donc cartésienne, alors que j'étais en train d'être formée dans le paradoxe justement du scientisme, le paradoxe aussi de l'occidental. Et je cherchais le foie de poulet, je regardais tout dans la salle d'opération, etc. Et j'ai senti en moi, au bout d'une quinzaine d'opérations à main nue, donc où effectivement il matérialisait des choses diverses et variées, ce moment de basculement, tu questionnais tout à l'heure ces moments de vie où il y a un avant et un après, ce moment de basculement où je me suis dit, c'est mon esprit qui est étroit, c'est ma tête qui est étroite, c'est mes croyances qui sont étroites. Le champ des possibles, la réalité, elle est 10 000 fois plus large que ce que je suis à même d'imaginer. Et dès lors que j'ai senti ce point de bascule en moi, pour moi, le champ des possibles, il est infini. Et puis après, on a chacun nos lunettes pour l'aborder, pour l'expérimenter, que ce soit la science, que ce soit des expériences, que ce soit des croyances. Tu parlais de croyances. Au fond, c'est égal. Là où je te rejoins complètement, c'est que ce qu'on cherche, c'est le résultat. Quelqu'un qui guérit, il a guéri. Que ce soit du foie de poulet, que ce soit une vraie matérialisation extraordinaire, dingue, que ce soit un placebo. Au fond, c'est complètement égal. Moi, ce que je veux, c'est que les patients, ils guérissent. Ok. Bon, on a entendu vos rapports à ça. On a un autre témoignage, un peu différent de ce qu'on a eu tout à l'heure, Nico. Ah oui, ça s'est enregistré ici même, dans nos studios. Un couple d'amis qui a vécu d'étranges manifestations. C'est une histoire véridique. Ils ont eu le courage de venir nous en parler. C'est une mini-série que j'ai appelée Manifestation, comme ça. On écoute la première partie qui revient sur ces premiers événements étranges. Et puis, on va voir ce que vous en dites ensuite. Ma grand-mère est décédée en décembre 1997. Et à ce moment-là, je le savais pas, j'étais enceinte de ma deuxième fille. J'étais très attachée à ma grand-mère, j'étais sa seule petite fille et elle habitait à l'étranger. On devait se séparer après les vacances, la fin des vacances, etc. On savait jamais quand on allait se revoir. Donc elle avait cette habitude de m'embrasser sur la bouche. Et c'était le premier décès que je vivais de quelqu'un de proche que j'aimais. Quand j'ai appris la nouvelle, très rapidement j'ai dit s'il te plaît, protège-nous tous, quoi. Ouais, les manifestations, elles ont commencé assez rapidement. Des moments où tu tournes à la tête et tu vois comme une vapeur, comme quelque chose qui se déplace assez rapidement. Et tu te dis, waouh, c'est quoi qui vient de passer ? Il y avait toujours cette peur, tu vois, qui était un peu grandissante, quoi. Ouais, on comprenait pas ce qui se passait. Et puis ça a commencé à prendre de l'ampleur. Quand la petite est née, elle passait beaucoup de temps à pleurer en journée. Par contre, la nuit, alors, c'était l'éclate totale. Ça, elle riait, mais c'était impressionnant de voir un bébé de quelques semaines rire comme ça. Et puis là, ça a commencé avec la grande qui avait un fauteuil dans sa chambre et qui nous dit c'est qui le monsieur là ? Ça a été une autre fois où je remonte à la chambre à lessive et là, je vois du coin de l'œil dans le couloir un homme et un enfant. Et je me dis, ah ouais, c'est la grande. Et tout d'un coup, je me dis, non, en quelques secondes, je me dis, mais non, c'est pas la grande, elle est pas là. Et quand je tourne la tête, il n'y a personne. Et la fois qui m'a pas mal perturbée, c'était, je changeais la petite chez mes parents, on n'était même pas chez nous en fait. Et elle a eu piqué une grosse colère, elle s'est mise à pleurer très fort. Et dans mon dos, j'ai tout de suite senti
une poussée d'énergie qui m'a fait basculer en avant. Ça s'est passé sur les 3 premiers mois de notre deuxième. T'as la pression déjà d'un deuxième enfant qui arrive dans la famille. T'as une fille qui se réveille, l'autre qui te demande de l'attention. Mais en plus de ce qui se passait à la maison, ça arrangeait pas trop le truc, tu vois, je veux dire. Donc inconsciemment, on était quand même assez dans le stress, quoi. Mais c'est cette... je veux même pas dire force, quoi, mais c'est cette ambiance qui régnait. C'était l'atmosphère. Ouais. C'était lourd, quoi, tu vois. Et puis même nous, pourtant on est très très unis et tout, mais c'était bizarre, quoi. Même notre façon d'être, de communiquer, c'était pas ça, quoi. Là, on s'est dit stop, c'est plus possible. Il faut qu'on trouve une solution parce que on était vraiment pas bien. On attendra la deuxième partie juste après. Ils sont vraiment pas bien. Ils ont pu... Ça s'est résolu. On va voir comment après. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là normalement? Pas en tant que médium, mais enfin... On les dirige vers des gens qui pensent qu'ils sont aussi croyants, ou est-ce qu'on essaye de trouver un autre système en leur disant non, tranquille, ça va, ou est-ce qu'en fait on fait ce que eux ressentent bien pour eux? Alors moi, j'aurais une solution. Et la solution, ça serait de prendre contact avec des psychologues, des universitaires qui sont spécialisés dans notamment les phénomènes extraordinaires vécus par des enfants. Il y a notamment un psychologue à l'université de Lorraine, je crois, qui s'appelle Renaud Évrard, qui a étudié très finement ces expériences-là vécues par des enfants. Alors pourquoi je le dis? Parce que il les traiterait de manière rationnelle, avec tous les outils des sciences psychologiques, mais en comprenant le discours, en comprenant le lexique, en comprenant aussi l'expérience vécue. Donc en essayant d'inclure dans l'écoute, peut-être le traitement, justement cette dimension-là que d'autres psychologues pourraient éventuellement rejeter. D'accord. Ou un peu trop rationaliser. Ok. Et de ton côté, Kikou, tu... Alors, je suis assez d'accord. En fait, moi, je suis pour les alliances thérapeutiques. Alors, évidemment, si on a des médiums psy ou des psy médiums, c'est juste le nec ça existe, ultra. Ça ouais, de plus en plus. Et il y a même un mouvement maintenant qui est issu en France, qui a été lancé tout à fait dernièrement par Stéphane Alix, qui invite les psys à mettre ouvert à l'extraordinaire sur leur site ou sur leur carte de visite. Et de cette façon-là, les patients savent qui vont pas se heurter à un mur, parce que la difficulté d'aller voir un psy quand on vit parce que pour moi ce sont des expériences médiumniques, c'est pas du tout des expériences psychologiques qu'ils sont en train de vivre. Pour moi c'est la réalité. Donc s'ils se retrouvent face à un médecin ou un psy qui répond ça n'existe pas, ça va pas les aider. Au contraire, ils vont ajouter là-dessus un diagnostic ou une suspicion de je suis pas normal, en plus des phénomènes qui vont pas se résoudre. Donc l'alliance entre la psychologie et la médiumnité est utile. Du coup, on écoute ce que on fait. En parlant un petit peu autour de nous, mais pas grand monde non plus, on nous a conseillé de faire intervenir un géobiologue. Le géobiologue nous avait demandé de travailler sur un arbre généalogique, chacun de notre famille, de rassembler des photos, et en travaillant avec un pendule sur l'arbre généalogique et les images, il identifie ma grand-mère, le petit frère et les parents. J'avais une très vieille photo de ma grand-mère, où sur la photo il y avait le petit frère et sa mère, et dans la famille, personne qui était au courant qu'elle avait eu un petit frère en fait. Ouais, et puis en fait, tu t'imagines pas justement pour tu vois apaiser un peu l'histoire que toute cette clique elle est chez toi quoi en fin de compte, puis que il y a quand même cette peur, cette appréhension, mais quand même tu te dis allez, il faut qu'on avance et puis qu'on travaille sur ce processus quoi. Donc il nous conseille de faire un rituel pendant 9 jours. Et donc on a fait ça pendant 6 jours avec ma maman, et ensuite les 3 derniers jours avec mon père. Et là le dernier soir, ils partent, les enfants sont couchés et... Puis il faut aussi se dire que tu sens à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais bien. Ouais. Tu sens vraiment, t'es chez toi, tu te regardes avec ta femme, tu te dis putain, il y a vraiment c'est... Ça s'est apaisé. Ça s'est apaisé quoi, tu vois. Puis après on va se coucher, et là...
Vas-y. On va se coucher, on s'assied chacun de notre côté du lit. Et dans le mouvement où tu bascules en arrière pour te coucher, on entend un immense boom, quoi. Et là, je te regarde et je te dis, il s'est passé quoi, là ? Puis là, moi, je te regarde. Puis je te dis, le lit, c'est surélevé, quoi. Inconsciemment, tu te dis non, on va pas rentrer dans cette peur, machin. Tu prends ton duvet bien sous jusqu'au menton, ouais. Et puis, rien, quoi. Bonne nuit, et puis on passe à autre chose, quoi. Moi, je me souviens que j'étais figée dans le lit. Je sais pas toi comment tu t'en rappelles, mais moi, j'étais figée dans le lit avec le duvet, mais sous le nez, comme tu dis. Tendu. Ouais, sous le menton et tout. Et là, en fait, je ressens que mes lèvres s'enfoncent comme si quelqu'un m'embrassait sur la bouche. Et là, je comprends que c'est ma grand-mère. Je comprends que c'est un au revoir. Et je me souviens très bien qu'à ce moment-là, je t'ai dit, c'est bon, ils sont partis. Oui, alors Sébastien m'a fait un petit signe, j'ai mis une petite flûte derrière. Non mais je savais pas quoi, je ne trouvais pas de musique pour ce truc-là. Jérôme, on t'a pas entendu du début de la soirée ? Non, c'est vrai. Tout va bien. Oui, tout va bien. Non, j'ai pas vraiment peur, mais c'est vrai que j'ai une question parce que je pense pas être, je suis pas archi cartésien, mais je suis pas non plus très très croyant de ça. Par contre, j'ai eu dans ma vie beaucoup de contacts avec des gens qui avaient ces tendances-là et qui m'ont souvent dit oui, mais toi, franchement, il y a quelque chose, etc. Et je sais pas comment expliquer ça, quoi, mais est-ce qu'il y a des gens qui je sais pas, qui sont des radars à d'autres gens? Je sais pas comment expliquer ça, en fait. Oui, nous pouvons être des radars pour d'autres gens. Oui, et comme je le disais en début d'émission, on a tous potentiellement la sensitivité, la médiumnité possible. Après, il y a des appels parfois. Et c'est vrai qu'en médiumnité, comme on se met en lien avec l'âme de la personne, on peut assez facilement aiguiller les gens sur leur mission d'âme, c'est un grand mot, mais enfin sur ce qu'ils ont à donner, sur leur talent particulier. Donc ouais, absolument. Denise et Jérôme, vous avez fait des choses dans ce monde-là déjà ? Des choses dans ce monde-là déjà. On parle avec nos invités depuis le début, mais c'est toujours intéressant d'avoir votre expérience de vie aussi. Mais par exemple, moi, je tire les cartes, je fais du tarot, je fais des trucs comme ça. Voilà. Vous avez déjà fait des choses comme ça ? Ou vous faites une séance de spiritisme ? Oui, moi j'ai déjà fait des choses comme ça, ouais. Et tu n'en diras pas plus. Si. Moi j'ai eu des expériences particulières avec le décès de ma grand-mère, et ça... Justement, je ne sais pas si c'est psychologique ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui a été fort parce qu'en fait, elle est partie et j'étais vraiment profondément mal et enfin je sais pas comment dire, mais c'était une espèce de tristesse latente comme ça. Et puis une nuit, j'ai fait un rêve très 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 fort où je me retrouvais dans un environnement de mon enfance et où j'ai eu une espèce de lumière très très forte qui est venu et qui m'a dit c'est bon, t'as plus à t'inquiéter. Et puis je me suis réveillé en larmes et après ça c'était bon. Par contre, le truc qui pour moi était très bizarre, c'est que quand je me suis retrouvé devant la glace pendant une semaine, j'avais l'impression que, je sais pas comment expliquer, mais je voyais pas par mes yeux, mais je voyais par ses yeux. Donc c'est hyper perturbant, c'est-à-dire que quand je me regardais dans le miroir, je voyais ses yeux. Bon, enfin voilà, donc ça fait partie des trucs un peu space. Et puis sinon non, on m'a fait des lectures akashiques, j'ai eu aussi des respirations chamaniques, enfin j'ai exploré parce que je trouve pas ça intéressant. Ouais. Denise ? Oui, moi j'explore un peu des choses parce que ça m'intéresse. Parce que j'adore l'énergie, en fait, ça m'intéresse à fond. Alors, différemment que Seb, mais j'aime bien ce côté pas palpable, justement, de tout ce qu'on ne connaît pas. Et je pense qu'il y a d'autres cultures, j'ai pas mal voyagé, ça m'a aussi inspiré. Des cultures qui ont un accès totalement différent à nos connaissances ou à nos connaissances occidentales. Et ça, je trouve super intéressant. J'ai fait appel à un magnétiseur, j'aime bien l'astrologie. Des choses comme ça. Alors après, c'est un peu le problème, c'est qu'il y a beaucoup... Alors, je suis pas toujours bien tombée et heureusement, j'arrive à faire la part raisonnable des choses, enfin raisonner plutôt. Et je me laisse pas faire parce que je pense qu'il y a vraiment aussi beaucoup de gens qui sont là juste pour se faire de l'argent et sont pas tout à fait tous bienveillants. Alors pour éviter déjà le charlatanisme, il faut savoir qu'un bon médium va d'abord faire la preuve de avec qui il discute.
Et ça, c'est fondamental et on peut enregistrer la séance. Ça veut dire quoi faire la preuve? Ça veut dire avoir un descriptif suffisamment précis et non subjectif du défunt ou de la défunte qui est là. Donc il n'y a pas de message, il n'y a pas de dialogue avant que le client dise « Ah, ce coup-ci, je suis sûr, vous m'en avez assez dit, je suis sûr qu'il s'agit de mon oncle Paul. » Et seulement à ce moment-là, on délivre le message. Si on a un peu de bon sens comme client, on peut, si le médium n'est pas capable de ça, interrompre la séance ou prendre des distances, puis écouter de loin sans trop s'investir. Philippe, toi au CIC, est-ce que vous traitez aussi vous rendez des rapports sur des gens qui ont abusé de ça ou pas, ou c'est votre travail ou pas, déjà, de répondre à ces questionnements aussi qui peuvent... Même si ce sont des choses très minoritaires, oui, il y a bien évidemment des cas qu'on pourrait qualifier là d'abus spirituel, par exemple, abuser de la vulnérabilité d'un fidèle ou d'une fidèle, peu importe les confessions, peu importe les techniques, mais les groupes spirituels ou religieux, oui, bien sûr, ça se produit. Ce n'est pas parce qu'un groupe est minoritaire qu'il est dangereux ou que son chef, même s'il est charismatique, abusera systématiquement. Ça, c'est vraiment une image totalement faussée des groupes spirituels minoritaires, et même dans les structures instituées, les religions historiques, bien évidemment, comme partout ailleurs, à partir du moment où il y a pouvoir, il y a abus de pouvoir, et effectivement qu'il y a des cas répertoriés. Mais là encore, c'est absolument pas la norme. Merci. Oui, on a parlé on a parlé très sérieusement, beaucoup de sujets sérieux. Oui. Un petit peu d'humour peut-être. Jérôme Viguet. Donc c'est moi qui m'y colle. Donc Jérôme m'a demandé de faire une expérience. Donc moi je débarque dans le spiritisme. Donc il faudra m'excuser. Je vais essayer de pas être insultant et de maîtriser. Donc comment est-ce qu'on fait ça? J'ai mon petit card deck illustré. Alors, c'est les mains sur la table. Voilà, esprit, es-tu là? Si tu es là, frappe 2 fois. Si t'es pas là, frappe 1 fois. Ah. Oh merde, ça marche. Putain. Tu es donc avec nous. Viens nous rejoindre. Attends, merde. Putain, qu'est-ce qu'il dit, Kardec? Moi, j'ai... Esprit? Voilà, oui, pardon, j'enlevais les clous du cercueil pour pouvoir venir à votre table, voilà, je suis tout à vous. Ok, super. En plus, je me suis ruiné un ongle, je sais pas comment ils sont faits les clous en ce moment là, mais... Bon, esprit, esprit, es-tu là? Donc, bon, tu es là, c'est bon, hein? Toc toc. Ah, c'est malin ça. Ah pardon, c'était juste un trait d'esprit. Mais aussi, qu'est-ce que vous avez toujours à nous appeler en nous demandant de toquer? On parle pas en morse non plus. Bah je sais pas, moi j'ai lu ça ou j'ai vu ça dans une série, je crois. Oui, voilà, toujours la même réponse. Un film, une série. Et après, nous, pour être pris au sérieux, on est obligé de s'adresser à vous avec des moyens alambiqués. Faire varier les lumières, refroidir une pièce. Bon, ok, pardon, j'y connais rien, voilà. Mais si vous apparaissez ici, j'en déduis que vous êtes donc quoi, mort ici ou qu'est-ce qui se passe? Oui. Une sombre histoire de chronique trop longue. J'ai jamais réussi à en trouver la fin, je suis mort d'inadmission avant. Depuis, je suis rattaché à ce lieu. Oh merde, mais c'est terrible ça. Bon, vous savez, on s'y fait. Hein. Mais tout de même, je voyais mon trépas plus aventureux. C'est-à-dire? Je sais pas. J'ai des amis qui hantent le château de Chillon, par exemple. C'est tout de même un autre standing, quoi, ça en jette. Vous vous baladez dans les couloirs avec votre tête coupée, ça a une autre prestance que d'errer avec sa chronique inachevée à la main. Remarquez, il y a pire, je connais un cuisinier qui est mort en tombant dans sa choucroute. Depuis, il hante la cuve. Et puis, que dire de cette dame pipi? Oui, non, c'est bon, on a compris, merci. Mais du coup, vous êtes quoi, piégé à jamais dans nos locaux, c'est ça? Tout à fait. À moins que... Ok. Que je trouve la fin de ma chronique. Ça tombe bien, moi je suis un super finisseur de chronique. Ça va pas être si difficile que ça. Elle parlait de quoi, votre chronique? Que la volonté de Dieu découle de la perfection de sa nature même, de sorte que tout ce qui existe provient de Dieu comme l'effet découle de la cause. Ainsi Dieu n'agit pas comme un tyran, mais tout ce qu'il conçoit, il le fait par une nécessité de nature. Ah ouais, mais non, désolé, moi tout ce qui est croyance... effectivement, vous n'êtes pas prêt de finaliser votre chronique. C'est ce que je vous disais. Enfin, merci d'avoir essayé. Bon, j'y retourne. Bon, et vous en faites pas, je fermerai la lumière derrière vous.
Merci Jérôme pour avoir eu le courage de frapper à la table. Tu voulais dire un truc, je te vois t'avancer sur le micro. Ouais, je voulais m'inscrire complètement en fou vis-à-vis de cette chronique. Parce que Kardec n'a pas fait tourner les tables, ou si peu, parce que en fait, vous parlez de techniques totalement archaïques de communication avec faut le regarder lui, là. C'est-à-dire que grosso modo, les premières manifestations du spiritualisme moderne, c'était pas encore du spiritisme, donc aux États-Unis, c'était effectivement des coups, des raps, des coups frappés dans les murs ou qu'on croyait frapper dans les murs, puis après dans les tables. C'est vrai. Ça s'est diffusé, donc, comme je l'avais dit, en Allemagne à partir de 1852, où presque tout le monde s'amusait dans la société bourgeoise et des classes moyennes à faire tourner les tables et surtout à attendre ces coups frappés et à les entendre. Et à partir de 1855 déjà, la vague, l'épidémie des tables tournantes disparaît. Donc vous avez plus d'un siècle. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas totalement disparu, mais que les techniques médiumniques ont très 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 largement évolué. Et à l'heure actuelle, par exemple, on va utiliser des moyens comme des vidéos, comme différents détecteurs, soi-disant relativement sophistiqués pour communiquer avec les esprits de l'au-delà. Les spirit box, des trucs comme ça. Notamment les spirit box, mais aussi des jeux à partir de laser, enfin des systèmes à partir de laser. Donc je voulais juste rétablir un peu la vie. C'est bien. Je pose quand même une question. Qu'est-ce que les spirit box ? Alors j'ai vu ça dans cette série là que je vous ai passé avant. C'est une sorte de petite radio qui balaye un peu les ondes comme ça. Puis ça tu entends de temps en temps une voix au milieu qui coûte. Pas du tout ça. Alors, dans le film Médium d'un monde à l'autre que j'ai tourné, j'ai filmé j'ai eu la chance, François Brune, des médiums toulousains, ce qu'on appelle la TCI, Transcommunication Instrumentale. Donc en fait, ils utilisent un son de radio ou d'eau qui coule, par exemple, enregistré, mais de radio à l'ancienne, quand elles étaient mal réglées, les radios, ça faisait quelque chose comme ça. Et en fait, l'esprit se saisit de l'énergie du pour à l'intérieur amener du son. D'accord ? Alors, moi, je suis vraiment pas fan de cette technique, parce qu'évidemment, au moment de la réécoute, il suffit qu'il y ait quelqu'un autour de la table qui dise « Vous avez entendu, il a dit bonjour », et puis forcément, quand on réécoute ce son, il y a tout le monde. C'est de la suggestibilité, quoi. D'accord ? Donc, je suis pas fan, mais ça existe, et il y a des médiums qui travaillent avec la TCI, alors que ce soit les vieilles radios, que ce soit les box trucs. Ce phénomène peut faire aussi partie de ce qu'on appelle la pareidolie, c'est-à-dire la capacité, face à quelque chose qui semblerait avoir une forme ou une signification, de lui conférer cette signification-là. C'est le principe, et c'est parfois extrêmement troublant, du visage dans les nuages. Donc voilà, merci à toutes et à tous, parce qu'on peut maintenant vous le dire, c'est une émission qui a été assez difficile à produire. Depuis le début de Ça résonne, c'est probablement la plus difficile. Peut-être parce que ça touche à des choses très intimes chez chacun d'entre nous. Et c'est ça, mais on a réussi, et merci les amis, bravo à vous qui avez osé venir sur le plateau. Vous avez remarqué qu'on était très peu aujourd'hui comparé aux autres émissions, mais les autres sont pas morts, non, ils ont juste préféré passer leur tour, et j'espère qu'ils sont fiers de nous malgré tout. De toute façon, ils n'ont pas le choix, sinon on les vire, on s'en fout, on a pris le contrôle, c'est bon, c'est nous l'émission maintenant. Exactement, merci Denise Kikou-Gillion d'avoir été avec nous, merci Philippe Gilbert d'avoir été là aussi, et d'avoir éclairé à vous deux nos discussions. Bravo à vous. Merci à vous. Oui, nous on se retrouve dans 6 semaines pour un épisode peut-être sur quelque chose de concret. Bah oui, ça ferait du bien. Jouer peut-être à toi. Allez, prenez soin de vous et des autres. J'ai marqué quoi ? Allez, prenez soin de vous et des autres, de vos fantômes. J'ai marqué ça, mais surtout des vivants. À bientôt et gros bisous. Merci beaucoup. T'écris n'importe quoi. Peut-être que c'est pas toi. Malade. Ça résonne, le podcast qui résonne, mais pas que. Ah ouais, non, t'es calme, on a l'enregistré, ça.